À la santé du vieux! Cria Sébastien en levant son verre de cristal. La lumière jaunâtre du salon éclairait son visage brillant de sueur et d'euphorie. Félicitations, papa. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton 70e anniversaire, mais aussi le premier jour de ta nouvelle vie. J'étais assis au bout de la table, les mains croisées sur la nappe. Mes doigts étaient rugueux, calleux, pleins de cicatrices, traces d'un demi-siècle de travail comme maçon. Des mains d'ouvrier. Mais maintenant, ses mains tremblaient d'un froid pénétrant, bien qu'à Paris nous fussions en plein été chaud. Bois, papa. Laure, ma fille cadette, approcha le verre de ma bouche. Elle souriait, mais pas ses yeux. Ses yeux bougeaient, constamment, regardant l'horloge puis vers la fenêtre, comme si elle attendait un train sur le point de partir. C'est du champagne importé. Nous avons dû casser la tirelire pour t'acheter cette bouteille. Je pris le verre. Merci mes enfants, mais je suis déjà vieux. Je préfère juste boire du cidre ou un peu de calvados. Ah, mince alors, papa. Sébastien claqua la langue. Ne fais pas ton plouc. Tu vas aller dans un endroit 5 étoiles. Là-bas, les gens boivent du vin et mangent des fromages fins. Un endroit 5 étoiles. Je regardais autour du salon. Les photos de famille avaient été décrochées du mur. Dans le coin, derrière le canapé usé, je les vis. Les cartons, des dizaines de cartons gris-beige scellés avec du scotch. Sur un carton, je reconnus l'écriture de Laure. Vieilles affaires de papa, jetées ou données. Je bus une gorgée du vin, amer dans la gorge. L'instinct d'un vieux loup ne se trompe jamais. Quand un enfant dévoué apparaît soudainement après 10 ans d'abandon, avec des cadeaux et des mots doux, il cache sûrement un couteau dans le dos. Sur la table trônait un gâteau gigantesque. La couche de crème blanche était élaborément décorée, dessinant un bâtiment magnifique avec des rangées de palmiers verts et une piscine d'eau cristalline. Les lettres rouges écrites avec du coulis de fraises traversèrent le gâteau. Bon voyage, papa! Bienvenue au Jardin Doré! Laure ouvrit l'ordinateur portable et tourna l'écran vers moi. Regarde ça, papa! C'est les Jardins Dorés, à 2 heures de Paris. Air pur, sans fumée, sans klaxon. Regarde, ta chambre est une suite de luxe avec écran plat, matelas orthopédique et infirmière 24h/24. Sur l'écran, des personnes âgées aux cheveux argentés riaient joyeusement avec des verres de cocktail. Ils ne me ressemblaient en rien. Je regardais mes vêtements, une chemise à carreaux usée et un pantalon brillant aux genoux. Ça a l'air joli, dis-je. Mais ça doit être très cher, n'est-ce pas? Sébastien se frappa la poitrine. Le bon coup cher, papa. 4 000 € par mois. Nous avons dû vendre tous les bijoux de l'or et emprunter à des amis pour payer l'acompte du forfait complet de 5 ans. Mais ça ne fait rien, du moment que tu profites. 4 000 €. Le nombre dansait dans ma tête. Avec cet argent, je pourrais réparer le toit qui fuit, acheter à Robert un nouveau fauteuil roulant électrique et vivre confortablement toute une année. Robert. Je tournai la tête vers le coin le plus sombre du salon. Robert, mon pauvre fils cadet, était assis dans son vieux fauteuil roulant. Il avait 35 ans, mais son esprit était comme celui d'un enfant de 3 ans après ce terrible accident de moto il y a 10 ans. Sa tête pendait sur le côté, appuyée sur un oreiller sale. Un filet de bave coulait du coin de ses lèvres. Personne n'offrit un morceau de gâteau à Robert. Personne ne lui essuya la bouche. Sébastien et Laure ne daignèrent même pas regarder leur frère une seule fois. « Et qu'est-ce qu'il y a pour Robert ?» demandai-je sans quitter des yeux mon fils cadet. « Si je pars en vacances, qui va s'occuper de lui? Qui va le retourner toutes les 2 heures? Qui va mixer sa nourriture et la lui donner cuillerée par cuillerée ?» La pièce devint silencieuse. Sébastien et Laure s'entre-regardèrent. Un regard plein de signification que je connaissais trop bien. « Ah, ne t'inquiète pas pour ça, papa. » Laure agita la main. « Nous avons tout prévu. Robert a besoin de soins professionnels. Nous avons contacté un centre d'assistance sociale publique. » Un centre d'assistance sociale. Je l'interrompis. « Tu veux parler de cet asile de misère en banlieue où l'odeur d'urine arrive jusqu'à la rue ?»« Ne dis pas ça, papa !» cria Sébastien le visage rouge. « C'est le meilleur endroit pour son état. Il ne se rend compte de rien. L'important, c'est toi. Tu t'es sacrifié toute ta vie. Robert, il est un fardeau. » Un fardeau? Ce mot fut comme un coup de poignard direct au cœur. Je regardai Robert. Son regard était perdu.
Mais en entendant les cris de son frère, il se recroquevilla. Je serrai les poings sous la table. Maudit. Ils voulaient m'enfermer dans un asile de luxe, puis jeter leur frère à la poubelle. Et tout ça pourquoi? Pour cette maison. Une maison de 3 étages avec façade sur rue, vieille mais située sur un terrain précieux qui prenait de la valeur chaque jour. Mange du gâteau, papa? Laure coupa un énorme morceau et le mit dans mon assiette. Il est très sucré. Je regardais le gâteau. Il n'était pas sucré. Il sentait la pourriture. L'air dans le salon était si étouffant que je n'arrivais pas à respirer. L'odeur de champagne, de parfum bon marché et d'hypocrisie se mélangeait. Je vais aux toilettes un moment, dis-je en me levant avec difficulté. J'avais besoin qu'ils pensent que j'étais faible. Un vieux loup à la chasse doit savoir cacher ses crocs. Je traînais les pieds vers le couloir, mais je ne m'enfermais pas immédiatement aux toilettes. Je me cachais dans l'obscurité de l'encadrement de la porte de la cuisine. Je tendis l'oreille. Dans le salon, les rires s'éteignirent dès que mon dos disparut. « Pourquoi le vieux est si lent ?» siffla Sébastien. « Je vais devenir fou. »« Calme-toi, » chuchota Laure. « Il a tout gobé. Tu as vu comme ses yeux ont brillé en voyant le gâteau ?» Puis sonna un téléphone, une sonnerie insistante et agaçante. « Allô ?» La voix de Sébastien changea complètement. Elle tremblait, était effrayée. « Monsieur Grimaldi, oui, je sais. Je sais qu'aujourd'hui c'est la date limite. » « Non, s'il vous plaît, n'envoyez personne à la maison. Bordel de merde, ma mère est déjà morte, il ne reste que le vieux. » Je retins ma respiration, me collant au mur. Grimaldi. Ce nom, je l'avais entendu chuchoter entre les dames du marché. Un chef d'usurier réputé dans ce quartier. « Je le jure, » continua Sébastien. « Demain matin, le vieux signe les papiers ce soir. J'ai déjà les actes en main. Demain, je vais à la banque. Ce sera sur votre compte avant le déjeuner. Non, ne me coupez pas les doigts. Je vous supplie. » Le son de l'appel qui se terminait. Puis un fracas. « Il t'a menacé ?» demanda Laure d'une voix tremblante. « Il a dit que si demain il n'a pas l'argent, il me mettra dans un sac et me jettera dans la Seine. Et toi non plus, tu n'y échappes pas. Le capital que tu as demandé pour ouvrir ce spa, c'est aussi de l'argent de sa bande. Alors il faut le faire vite, siffla Laure. Dès qu'il reviendra à la table, tu dois obliger le vieux à signer immédiatement. Ne le laisse pas faire son têtu avec l'histoire de Robert. Dès qu'il signe, appelle le transport de l'asile. Qu'il l'emmène ce soir même si possible. » Je restais pétrifié dans l'obscurité. Le sang dans mon corps sembla se glacer. Bon Dieu. Il s'avérait que ce n'était pas qu'ils avaient mal à mes efforts. Ils me vendaient. Ils vendaient le père qui les avait élevés, vendaient leurs frères handicapés pour sauver leur misérable vie. Ils avaient tout dépensé en fêtes et prétentions, sans avoir le courage d'affronter les conséquences. Et maintenant, leur seul bouée de sauvetage était cette maison. La sueur et les larmes de toute ma vie. Je sentis une douleur aiguë dans la poitrine. Mais ensuite, cette douleur se transforma en quelque chose de plus froid, plus dur. J'entendis Robert gémir dans le salon. Ce gémissement faible me sortit de l'étourdissement. Si je signe les papiers et que je pars, ils jetteront Robert à la rue. Il mourra lentement dans quelque coin sale, seul et dans la douleur. Non, jamais. Je suis peut-être un vieux de province à leurs yeux, mais je n'ai jamais été un idiot. Je suis Henri, celui qui a survécu à la tempête de 1999, celui qui a élevé 3 enfants les mains vides après que ma femme soit morte. Je respirais profondément, ravalant les larmes, m'essuyais le visage et arrangeais le col de ma chemise. Je ne vais pas les démasquer maintenant. Si je fais un scandale, les collecteurs viendront et détruiront toute la maison. J'ai besoin d'un autre plan, un plan plus cruel, mais plus juste. J'entrai aux toilettes, tirai la chasse d'eau avec force. Quand je sortirai, je ne serai plus le père qui aime aveuglément ses enfants. Je serai le juge. Je me tins devant le lavabo, appuyant les 2 mains sur la céramique froide. Le miroir reflétait un visage que je reconnaissais à peine. La peau pendait, pleine de taches et de rides profondes, les yeux enfoncés et ternes, mes cheveux blancs, clairsemés. C'était Henri à 70 ans. Je me souvenais de mon image d'il y a 30 ans. À l'époque, mes cheveux étaient noirs de jais, épais comme une crinière de cheval, muscles tendus, portant 2 sacs de ciment en montant au 3e étage sans halter.
À l'époque, Marie, ma femme, vivait encore. Henri, je crus entendre son chuchotement à mon oreille. Promets-moi quelque chose, mon vieux. Quoi qu'il arrive, que les enfants ne manquent de rien. J'ai tenu ma parole, Marie, dis-je à mon reflet d'une voix tremblante. J'ai travaillé comme une bête du lever au coucher du soleil. Je n'ai pas osé acheter de vêtements neufs. Je ne suis pas allé chez le médecin quand j'avais mal au dos, juste pour qu'ils aillent dans des écoles privées. Mais peut-être me suis-je trompé. Je les ai gâtés, je les ai trop protégés, faisant qu'ils grandissent sans colonne vertébrale, juste avec une avidité sans fond. J'ai élevé des parasites dans ma propre maison. Je regardais mes mains une fois de plus, doigts tordus, ongles épais et noirs. Sébastien a les mains douces d'employé de bureau. Laure a des ongles longs, peints de façon criarde. Chaque fois qu'elle se fait les ongles, elle dépense des centaines d'euros. Ils méprisent ses mains, ils ont honte de mon odeur de sueur, mais ses mains et cette sueur ont payé le champagne qu'ils boivent. Pardonne-moi, ma vieille, chuchotai-je, avec des larmes jaillissant des coins ridés de mes yeux. J'ai échoué à leur apprendre à être des personnes, mais je n'échouerai pas à protéger Robert. Je me lavai le visage avec de l'eau froide. Le froid me réveilla complètement. Je me regardai droit dans les yeux dans le miroir une dernière fois. Le regard terne disparut, remplacé par un regard aiguisé, froid et ferme. Le regard de quelqu'un qui n'a rien à perdre. Je sortis un vieux mouchoir pour me sécher le visage. Je rajustai ma cravate. Je souris. Un sourire que je n'avais jamais montré devant mes enfants. Le sourire du chasseur tendant un piège. « Très bien, mes chers enfants, » dis-je à voix basse. « Vous voulez jouer à la famille heureuse ? Je jouerai avec vous jusqu'au bout. » J'ouvris la porte des toilettes et marchai vers la fausse lumière du salon. Quand je revins à la table, l'atmosphère semblait moins tendue. Sébastien était assis, jouant avec son verre vide. Laure regardait son téléphone, mais dès qu'elle me vit, elle le cacha rapidement. Un homme inconnu se tenait debout près de la table. Il portait un costume bon marché, qui lui allait un peu serré. Les cheveux brillants de gel, et il tenait une mallette de cuir usagée. Il avait le sourire d'un requin. « Papa ?» Sébastien se leva d'un bond avec une joie exagérée. « Je te présente Monsieur Durand, représentant des Jardins Dorés. Il est venu personnellement pour nous aider à compléter les formalités d'admission. Bonjour, Monsieur Henri. » Durand tendit une main poisseuse de sueur pour prendre la mienne. « C'est un honneur. Je vous garantis que vous allez adorer notre établissement. »« Bonjour, » répondis-je en retirant ma main rapidement. « Travailler si tard, ça doit être pénible. »« Le client d'abord, monsieur » rit-il bruyamment, puis ouvrit rapidement la mallette, sortant une liasse épaisse de documents. « Je sais que vous êtes impatient d'aller dans votre paradis de repos. » Il déploya les papiers sur la table, poussant le gâteau sur le côté, des feuilles blanches pleines de lettres noires denses, avec des clauses légales compliquées. « C'est très simple, monsieur, » babilla Durand sortant un stylo brillant. « Ceci est le contrat de résidence de long séjour, forfait complet pour 5 ans, formule platinum. Il inclut suite, repas, soins médicaux, blanchisserie, massage. La valeur totale est une somme impressionnante. » Mais le jeune Sébastien s'est déjà occupé de la compte. Sébastien hocha la tête répétitivement, avec les yeux collés au dossier. « C'est ça, papa. Tu dois juste signer comme bénéficiaire du service. La partie du paiement est à mon nom, comme représentant de la famille. » Je pris le dossier feignant de plisser les yeux pour lire. Mes lunettes de lecture étaient vieilles et rayées, mais mon esprit était plus clair que jamais. Je parcourus les pages, les chiffres, les dégagements de responsabilité, et alors je m'arrêtai sur la page la plus importante. Page 1, partie A, fournisseur du service, résidence Les Jardins Dorés. Page 2, partie B, payeur, garant, Sébastien Moreau et Henri Moreau, copropriétaires du bien hypothéqué. Page 3, annexe A, information du bénéficiaire. La ligne nom du bénéficiaire était encore vierge. « Ils n'ont pas mis le nom ici », demandai-je en pointant la ligne vide. Durand s'empressa d'expliquer. « Ah, c'est une formalité flexible, monsieur. Comme vous êtes le chef de famille, signez sur la dernière page en acceptant les conditions générales d'abord. Le nom spécifique du patient, nous le remplirons à la machine après. L'important, c'est cette signature dans la section d'engagement de biens. »
Je regardais Sébastien. Ses yeux étaient exorbités. Il retenait sa respiration. Il se fichait du nom sur la carte de membre. Il ne s'intéressait qu'à ma signature sur la section hypothèque pour que le contrat soit valide. La cupidité et la peur les avaient rendus négligents. Il voulait faire vite, prendre des raccourcis. Il pensait que j'étais un vieux sénile qui signerait où on lui dirait. C'était là. Le piège qu'il m'avait tendu s'avérait avoir un trou énorme, et ce même trou serait leur tombe. Ah, comme ça. J'acquiesçais lentement. Comme la technologie aujourd'hui. Que c'est rapide. Bien sûr, papa, pressa Laure en mettant le stylo dans ma main. Signe, papa, signe vite pour qu'on partage le gâteau. Robert a déjà faim. Elle osait utiliser Robert comme excuse. Garce. Je pris le stylo. La froideur du métal se transmit au bout de mes doigts. Je jetai un coup d'œil à l'annexe A vierge une fois de plus. Dans la poche intérieure de ma veste, collée à ma poitrine, il y avait un autre papier. Un dossier médical détaillé de Robert que je portais toujours sur moi. Il avait la même taille et le même type de papier que cette annexe. Un plan audacieux surgit dans ma tête. C'était dangereux. Il nécessitait la précision d'un magicien. Mais je n'avais pas d'autre choix. D'accord, dis-je. Et ma main commença à trembler, cette fois en feignant. Je vais signer. Mais, oh là là, je vois flou. Sébastien, peux-tu allumer la lumière plus forte du lustre? Sébastien marmonna une malédiction entre ses dents, mais se leva pour aller vers l'interrupteur au fond du salon. Durand tourna aussi la tête pour regarder. Laure était penchée, envoyant des messages. Dans cette brève seconde où personne ne regardait, ma main calleuse bougea rapide comme l'éclair. Le stylo était lourd dans ma main, froid comme un morceau de glace. Tous les regards étaient rivés sur la pointe du stylo qui flottait au-dessus de la ligne, comme des vautours, attendant qu'une créature mourante rende son dernier souffle. Mais je n'avais pas encore baissé la plume. Il y avait quelque chose, un petit résidu têtu d'amour paternel qui donnait encore des coups de pied dans ma poitrine. Bien que mes oreilles aient entendu l'appel de Sébastien sur ses dettes, bien que mes yeux aient vu le mépris de l'or, ce vieux cœur idiot espérait que ce ne soit qu'un cauchemar, que si je leur donnais une sortie, peut-être se repentiraient-ils. Je levai la tête et regardai directement dans les yeux de l'or. Elle tapait ses ongles peints en rouge sur la table de chêne. Impatiente. Mes enfants. Je baissai la voix perdant l'acuité du vieux loup qui planifiait, redevenant la voix originale d'un père âgé et faible. Est-ce que je dois vraiment partir? Laure fronça les sourcils. Papa, tu vas recommencer. On te l'a dit 1000 fois, c'est pour ton bien. J'ai peur, dis-je. Et cette fois, je ne jouais pas. La peur de la solitude était réelle. À cet âge, arracher un arbre vieux de ses racines, c'est le tuer. Ma fille, je n'ai pas besoin d'une suite. Je n'ai pas besoin de homards ni de terrain de golf. Laissez-moi rester. Je déménagerai dans la chambre de débarras derrière la cuisine. Je mangerai moins. Je m'occuperai de moi et je m'occuperai aussi de Robert. Je promets de ne pas gêner. Je tendis la main et pris la main de Laure, pleine de bagues en or. Ne me chassez pas, ma fille, c'est ma maison. Il y eut une seconde de silence. Pour un bref moment, je vis vaciller le regard de Laure. Peut-être qu'à quelque part, profondément sous l'épaisse couche de maquillage, restait un peu de la mémoire de la fillette qui demandait que papa la porte sur ses épaules. Mais alors la voix de Sébastien sonna comme un marteau brisant l'illusion. N'importe quoi, papa, frappa-t-il, la table faisant vibrer les verres. Ne nous fais pas tes trucs à la dernière minute. La compte est déjà payée. Le contrat est imprimé. Tu vas nous faire passer pour des imbéciles? Laure retira sa main d'un coup comme si la mienne était un charbon ardent. L'hésitation dans ses yeux s'éteignit, remplacée par la froideur cruelle d'une commerçante. Sébastien a raison, papa. Sa voix se durcit. Si tu restes dans la chambre de débarras, qu'est-ce que les gens vont penser? Les voisins vont dire qu'on est des ingrats. En plus, cette maison, nous devons la rénover pour en faire des bureaux. Il n'y a pas de place pour les vieux ni les malades. Pour faire des bureaux. Je souris avec amertume. Ou pour la remettre aux usuriers. Le visage de Sébastien changea de couleur, devint pâle, puis rouge de colère. De quoi tu parles, vieux sénile? Signe vite, ne m'oblige pas à utiliser la force. Je regardai profondément dans les yeux de mes deux enfants, une dernière fois. Je ne vis pas de repentir, je ne vis pas d'amour.
Je ne vis que la cupidité brûlant intensément, consumant la peu de conscience qui leur restait. Le fil fragile de l'affection en moi se brisa. D'accord, chuchotai-je, en baissant la tête pour cacher mes yeux, qui étaient devenus tranchants comme des rasoirs. Je comprends, vous avez déjà choisi. Le test était terminé, et ils avaient lamentablement échoué. Je baissai le stylo feignant que ma main tremblait tellement que je ne pouvais pas le tenir. J'avais besoin d'un peu plus de temps pour préparer la grande scène. Ma main gauche chercha inconsciemment dans la poche de la veste mon vieux téléphone. « Quelle heure est-il » marmonnai-je. « Je veux appeler mon compère Pierre, dire au revoir à mon vieil ami avant de partir. » Immédiatement, une main brutale attrapa mon poignet. C'était Sébastien. Rapide comme l'éclair, il m'arracha le téléphone, un vieux Nokia. « Tu n'appelleras personne !» cria-t-il, les yeux exorbités. « Il est très tard. Tu vas déranger les gens ? En plus, le docteur a dit que tu es dans une phase sensible. Le mieux, c'est de t'isoler de l'extérieur. » « Mais c'est mon téléphone. Maintenant, c'est moi qui le garde. » Sébastien mit le téléphone dans la poche de son pantalon et attrapa aussi le portefeuille de cuir usé que j'avais laissé sur la table. « Le portefeuille et tes papiers d'identité aussi. Je les administrerai pour toi. » Je le regardai lui, puis ce Durand. Il se contenta de hausser les épaules avec un sourire hypocrite. « Vous m'enlevez ou quoi ?» demandai-je d'une voix tremblante. « Quel enlèvement, papa ?» intervint Laure d'une voix douce, mais menaçante. « C'est de la protection. Tu es confus. Si tu sors dans la rue, on peut t'arnaquer. Allez, concentre-toi sur l'important. Monsieur Durand attend. » L'air dans le salon devint soudain dense, étouffant comme une cellule. La porte principale était fermée à clé, les fenêtres aussi fermées hermétiquement. Il m'avait retiré tous les moyens de communication, sans argent, sans téléphone, entouré par 2 enfants ingrats et un courtier sans scrupules. Ils pensaient que ça m'effraierait, que ça me ferait obéir docilement. Mais ils oublièrent une chose. Quand tu accules l'animal le plus docile, il sait aussi mordre. Et je n'ai jamais été docile. J'ai grandi dans la rue, sur des chantiers pleins de voleurs et d'arnaques. Ce truc d'enfermer et d'isoler la victime, je l'ai vu depuis avant que Sébastien quitte les couches. Le fait qu'il m'ait retiré le téléphone et le portefeuille renforçait en fait mon plan. Ils avaient trop confiance en leur contrôle. Ils pensaient qu'ils m'avaient dans la paume de leurs mains. Cette arrogance était leur point faible. D'accord. Je soupirai profondément, laissant tomber les bras. Gardez ce que vous voulez. Je ne suis qu'un vieux qui gêne. Je n'ai droit à rien. Donnez-moi le stylo. Je signe pour en finir. Sébastien soupira soulagé, détendit les épaules. Le sourire victorieux revint sur ses lèvres. Il poussa le contrat et le stylo vers moi une fois de plus. « Voilà ce que j'aime, » dit-il. « Vite et simple. Finis de signer et je te sers un autre verre. » Je pris le stylo, mais cette fois, je ne regardais pas le papier. Je regardais la bouteille de champagne qui était juste au bord de la table, près d'où était assis Durand. Le moment décisif était arrivé. Je tins le stylo de la main droite, feignant de m'appuyer avec force sur le papier pour prendre de l'élan. Ma main gauche s'appuya sur la table, juste à côté du verre de vin rouge plein que Sébastien venait de servir. J'y vois mal. Je plissai les yeux, baissant le visage presque jusqu'au papier. Ces lettres ressemblent à des fourmis. Où c'est ? Sur quelle ligne, monsieur Durand ? Durand se pencha en avant, pointant de son doigt boudiné la ligne inférieure. Ici, monsieur, juste au-dessus d'où c'est marqué « chef de famille ». Ah, je vois, marmonnai-je. Et alors je commençai à tousser. Une crise de toux violente, déchirante, qui secoua ma poitrine maigre. Je me pliai. Tout mon corps convulsait à chaque toux, et dans cet instant de chaos, mon coude gauche partit comme une flèche, frappant accidentellement la bouteille de champagne et le verre de vin rouge. Crash! La bouteille se renversa. Le verre de cristal se brisa en 1000 morceaux. Une cascade de liquide rouge foncé éclaboussa toute la table, directement sur la chemise blanche et le costume de Durand, tachant aussi les papiers étalés devant lui. « Bon sang !» cria Durand en sautant de sa chaise et en secouant sa veste trempée de vin. « Mon costume neuf !»« Mon Dieu, papa !» couina Laure. « La nappe brodée à la main. »« Qu'est-ce que tu fiches ?» Sébastien se dépêcha d'attraper un tas de serviettes, essayant d'absorber le vin qui coulait sur la table, jurant sans arrêt. Toute la pièce était un chaos. Personne ne me regardait.
Tous étaient occupés avec les vêtements et la table sale. C'était le moment. J'étais encore plié, feignant de tousser bruyamment, mais ma main droite glissa rapide comme l'éclair dans le revers de ma veste. Mes doigts touchèrent le papier que j'avais préparé, l'annexe A avec le nom Robert Moreau, imprimé en gras. Ma main gauche, sous la protection du bras qui soutenait ma poitrine en toussant, glissa sur la table en désordre. J'attrapai l'annexe A, celle qui était vierge, qui était restée libre à côté du contrat principal. Un mouvement de prestidigitation que j'avais pratiqué des centaines de fois dans ma tête durant la nuit précédente. Zap. Le papier blanc disparut dans ma poche. Le papier avec le nom de Robert apparut sur la table, placé parfaitement sous le contrat principal à la même position, sauf que j'y avais étalé un peu de vin sur le bord exprès pour qu'il semble qu'il venait d'être éclaboussé. Tout se passa en moins de 3 secondes. Quand Durand leva les yeux, le visage rouge de colère, le tour de magie était terminé. J'étais encore assis là, m'agrippant la poitrine, haletant avec un visage coupable et effrayé. « Aïe, aïe, pardon !» Je bégayai d'une voix entrecoupée. La toux m'a pris soudainement. « Pardon, est-ce que les papiers sont mouillés ?» Sébastien souleva le dossier en le secouant. Quelques feuilles étaient trempées, tachées de rouge. « Tout est mouillé, vieux inutile. » Il grogna en regardant les papiers tachés. Durand vérifia avec des grimaces de dégoût. Heureusement, les lettres se lisent encore, c'est juste sale. Les réimprimer prendrait beaucoup de temps. J'ai laissé l'imprimante dans la voiture jusqu'à la rue. Il regarda sa montre puis son aspect négligé. Il voulait finir vite pour partir se changer. « Bon, fit-il d'un geste de la main, on peut encore signer. L'encre du stylo ne coule pas. Signez vite, s'il vous plaît, monsieur, que je doive aller laver ma chemise. » Je retins ma respiration. Allait-il vérifier l'annexe du dessous? Il souleva la première page, le contrat principal. Il vit qu'elle était juste mouillée dans le coin. Il hocha la tête. Il ne souleva pas la page du dessous. Il poussa le papier trempé et puant le vin vers moi. « Signé ici. » Je souris intérieurement. Sa négligence et sa précipitation étaient mes meilleurs alliés. Je repris le stylo. La table était maintenant poisseuse de vin et de verre brisés, mais personne ne se souciait de nettoyer. Leur seul objectif était la signature. Je posai la pointe du stylo sur le papier humide. L'encre bleu foncé se marqua sur le fond taché de vin rouge, ressemblant à une blessure de sang. Je signais Henri Moreau. Les traits étaient tremblants, mais déterminés. Je signais la page d'engagement de paiement, je signais la page d'autorisation pour disposer des biens hypothéqués, et le plus important, je signais confirmant le dossier où en dessous était l'annexe qui avait été échangée. Fini. Je lâchai le stylo, m'adossant à la chaise, exhalant longuement comme si je me débarrassais d'un poids. Mon destin est entre vos mains. Sébastien attrapa le papier immédiatement. Il regarda fixement ma signature comme si c'était le billet gagnant de la loterie. Ses yeux brillèrent. « Oui, c'est ça !» cria-t-il en se tournant pour taper dans les mains de l'or. « On y est arrivé !» Durand ramassa rapidement les papiers, les mettant tous dans la mallette de façon brusque, sans se soucier de les ranger. « Félicitations à la famille. Affaire conclue. Demain, à 7 heures, arrive le transport. Ayez les bagages prêts. » Il se leva sans dire au revoir et alla directement à la porte avec l'empressement de quelqu'un qui vient de conclure une affaire, mais craint de se salir davantage. La porte se ferma. Dans le salon ne restait que moi et mes 2 enfants en pleine ivresse de victoire. « Mais de la musique !» Sébastien rit aux éclats en se servant du vin dans le verre qui restait. « Aujourd'hui, il faut boire jusqu'à en crever. Demain, c'est la liberté. Demain, nous sommes riches. » Laure courut embrasser son frère. Tous les deux dansaient, en tournant au milieu du salon, piétinant même les verres brisés. Ils riaient, un rire sauvage et strident. Je restais assis en silence à la table, les regardant célébrer sur la douleur de leur propre père. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils pensaient qu'ils avaient plumé le vieux. « Tu ne vas pas manger de gâteau, papa ?» demanda Laure en criant d'un ton moqueur. « Maintenant, tu peux manger tout ce que tu veux. Personne ne te l'interdit. » Non, je me levai lent et fatigué. Je suis fatigué. Je veux aller me reposer un moment avec Robert. C'est ma dernière nuit à la maison. Comme tu veux. Sébastien agita la main, les yeux encore collés au contrat.
Ne nous dérange pas. Je sortis silencieusement de la fête terminée, marchant vers le coin sombre où était Robert. L'obscurité m'avala, me séparant de la lumière brillante et du bruit de ses démons. Dans ma poche, l'annexe vierge froissée reposait en silence. C'était la preuve de leur crime, et aussi le bouclier qui protégeait mon plan. Demain, il suffit d'attendre demain. La musique bruyante et les rires de Sébastien et Laure continuèrent jusqu'à 2 heures du matin avant de s'arrêter. Ensuite, on entendit des ronflements comme le tonnerre depuis le canapé du salon. Ils dormaient ivres là même, serrant le dossier comme si c'était un pot d'or. La maison plongea dans le silence. Un silence terrifiant avant la grande tempête. Je ne dormais pas. Comment aurais-je pu dormir quand le sang bouillait dans mes veines? Je m'assis près du lit de Robert. La lumière jaunâtre de la rue entrait par la fente de la fenêtre, éclairant le visage émacié de mon fils. Robert dormait en respirant, avec difficulté. En 10 ans, il n'avait jamais eu un vrai sommeil réparateur. Ce matelas était déjà affaissé. Je caressais doucement ses cheveux emmêlés. Ils étaient collants de sueur. « Mon fils », chuchotai-je, la voix brisée. « Pardonne-moi, pardonne-moi de t'avoir laissé souffrir tant d'années. Je pensais qu'en te gardant près de moi, c'était aimer, mais en réalité, je ne faisais que prolonger ta souffrance. » Robert bougea, ouvrit les yeux. Ses yeux étaient clairs, innocents, reflétant ma silhouette vieillie. Il ne pouvait pas parler, mais je savais qu'il me reconnaissait. Il fit un petit son guttural. Sa main contractée essaya d'atteindre la mienne. Je pris cette main froide et la collai à ma joue. « Écoute-moi. » Je m'approchai de son oreille. « Demain, tu feras un long voyage. Tu n'iras pas dans un asile minable. Tu iras dans un endroit très beau. Il y a des jardins, la climatisation, des infirmières qui sentent de bon te laveront et te donneront des massages tous les jours. Tu mangeras bien. Tu dormiras dans un matelas moelleux. » Robert cligna des yeux. Il semblait écouter attentivement. « Tes frères, ils n'ont pas besoin de toi, et ils n'ont pas non plus besoin de moi. » Les larmes jaillirent chaudes. « Mais peu importe. J'ai récupéré la justice pour toi. Cette maison, mon argent, tout sera échangé contre ta paix pour le reste de ta vie. » Je sortis de ma poche une vieille photo plastifiée avec soin. C'était une photo de toute la famille d'il y a 20 ans, quand ma femme vivait, et Robert était un jeune homme fort souriant sur sa moto neuve. Je mis la photo dans la poche du pyjama de Robert. « Garde ça pour que tu te souviennes que tu as été aimé et que tu seras toujours aimé. » Je l'embrassai sur le front, un baiser d'adieu parce que je savais qu'après demain, je n'aurais pas l'occasion de le revoir. Mon plan me laisserait sans rien. Je devrais errer pour survivre. Mais je préfère mourir de faim dans la rue que de laisser Robert souffrir un jour de plus. Dors, mon fils. Je lui tapotai l'épaule. Dors pour avoir des forces. Demain, tu seras un roi. Et moi, je serai le cauchemar de tes frères. Je me levai, allai à la fenêtre et regardai le ciel noir dehors. À l'horizon, une bande de lumière ténue commençait à apparaître. L'aube approchait. L'heure du jugement était arrivée. La lumière du soleil se filtrait à travers les fentes des rideaux poussiéreux, éclairant directement le tas de bouteilles vides roulant sur le sol. Tout le salon puait l'odeur aigre d'alcool vieux et de nourriture rance, un décor désolant après la beuverie de Victoire. Je m'étais levé depuis 5 heures. La dame aux crêpes du coin salua de la main. « Au revoir, monsieur Henri. »« Vous partez en voyage? Comme vous êtes élégant. » Je souris, touchant le bord de mon chapeau pour rendre le salut. « Oui, je pars pour un long voyage, Madame Dubois. Un très long voyage. » Je ne pris pas de taxi. Je marchais vers l'arrêt de bus sur l'avenue principale. Chaque pas était ferme. Je me sentais léger, sans le fardeau de me soucier d'enfants gâtés, sans la peur constante que Robert soit abandonné. J'avais accompli ma mission de père de la manière la plus cruelle, la plus douloureuse, mais aussi la plus nécessaire. La gare routière était bruyante et chaotique comme toujours. Le son des haut-parleurs annonçant les voyages, des gens offrant des billets, des enfants qui pleuraient. Je fis la queue au guichet économique. Pas de billets d'avion pour l'Italie ou l'Espagne, comme j'avais menti une fois. Je n'avais pas d'argent pour ces luxes et, honnêtement, je n'en voulais pas non plus. « Donnez-moi un billet pour Lille », dis-je à la vendeuse à travers la vitre épaisse. Lille, la ville industrielle du Nord, lointaine, poussiéreuse, mais qui manque toujours de main-d'œuvre.
On dit que là-bas, si tu as la santé et l'envie de travailler, tu ne meurs jamais de faim. Aller simple ou aller-retour, monsieur? Simple, répondis-je de façon tranchante. Je ne compte pas revenir. Avec le billet en main, je cherchais une place libre sur le banc d'attente en plastique dur. J'ouvris ma petite valise, sortis le sandwich au jambon que j'avais caché depuis hier soir. Il était un peu sec, mais je le mangeais avec plaisir. Pendant que je mâchais, je regardais le flux de gens passés. Je me demandais où étaient de Sébastien et Laure à cette heure. Peut-être cachés dans quelques motels bon marché, tremblant chaque fois qu'ils entendaient une sirène? Ou peut-être les avait-on déjà attrapés? Quoi qu'il arrive, c'était leur vie. Ils étaient déjà adultes. S'ils survivent à ce désastre, peut-être apprendront-ils à être des personnes décentes. Et sinon, eh bien, c'est le destin. Je sortis le téléphone. Pas le vieux Nokia que m'avait volé Sébastien. Celui-là n'avait plus de batterie depuis longtemps, mais un smartphone bon marché que j'avais acheté en secret. J'ouvris la galerie. Apparut la photo de Robert souriant dans l'ambulance ce matin. Il avait l'air si en paix. J'envoyai un message au numéro de Ramirez, le chef infirmier. Merci mon garçon. Prenez soin de lui. L'argent sera transféré automatiquement le 5 de chaque mois. Ne laissez personne le déranger. Puis je sortis la puce, la cassai en deux et la jetai dans la poubelle d'à côté. Bus pour Lille. Départ porte 8. Sonna le haut-parleur. Je me levai prenant ma valise. Mon dos était encore droit. Mes pas étaient encore fermes. À 70 ans, les gens pensent généralement au repos. Ils pensent à la mort, mais je suis différent. Je commence une nouvelle vie. Je laverai la vaisselle, je balayerai les sols, je travaillerai comme gardien de nuit, je ferai n'importe quoi pour vivre avec ces mains. Des mains calleuses qui n'ont jamais su trahir. Je montai dans le bus, choisissant un siège près de la fenêtre. Le véhicule démarra sortant de la gare, se lançant dans le trafic intense. Paris resta derrière à travers la fenêtre teintée de poussière de la route. Les grands immeubles, les banlieues, et la maison que j'avais appelée autrefois mon foyer. Tout s'évanouit. Je fermai les yeux, appuyant la tête sur le siège. Pour la première fois en 10 ans, je dormis profondément sans cauchemar. On dit que le sang est ce qu'il y a de plus sacré, mais aujourd'hui, je me suis rendu compte d'une vérité plus amère, plus nue. Le sang te fait parent, mais seule la loyauté te fait famille. Et ma famille maintenant, c'est juste moi et mon fils allongés dans un lit 5 étoiles à des centaines de kilomètres d'ici. Et ces deux-là ne sont que des étrangers qui ont partagé le chemin un moment. Le bus accéléra se dirigeant vers le nord, vers l'horizon où les nuages noirs se dissipaient pour laisser place à un soleil intense mais brillant. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.